Bonjour à tous, je vois que ça a l'air de marcher, c'est bon, on a eu un tout petit problème de connexion, mais là je pense que c'est parti. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que la fête des papas s'est bien passée, qu'ils ont eu leurs cadeaux, moi oui, et en plus ils sont magnifiques. Voilà 48 heures que j'ai pas mangé et que je n'ai pris aucun traitement. J'ai des douleurs, j'ai de la fatigue, mais je tiens pour mes enfants, pour ma femme, pour ma famille et bien sûr pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit hier, le sujet du jour, c'est pourquoi je suis malade. Donc, ça va s'articuler autour de 4 points. Pourquoi je suis malade? Donc, c'est le manque d'information, c'est les tests de dépistage, c'est le système immunitaire, voilà, hein, parce qu'on est malade parce que notre système immunitaire est affaibli. Et puis, ça va être aussi les facteurs déclenchants. Voilà. Bonjour à tous, je vois que ça arrive de plus en plus, c'est super. Bienvenue aux arrivants. Donc on commence tout de suite avec le manque d'information. Donc je suis malade parce que depuis 30 ans, personne n'est informé de cette épidémie. Parce que les médecins n'ont pas été informés aussi qu'une piqûre de tique, c'était très très dangereux. Parce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas eu de recherche et pas de fonds pour la recherche non plus. Parce qu'il n'y a pas eu de prévention non plus. Hein. Il n'y a eu très peu de prévention qui a été faite. Et aussi parce qu'on commence tout juste aujourd'hui à donner la parole aux professionnels qui ont réellement travaillé sur le sujet. Je vous laisserai un lien d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo avec l'interview du professeur Perron, c'est la référence en France, qui le 9 mai dernier était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Je pense que c'est important, si vous ne l'avez pas déjà vu, de regarder cette interview. Parce que voilà, ça montre qu'on est bien dans une épidémie et que les choses commencent petit à petit à être dites. Alors, le manque d'information, c'est aussi parce que les experts qui ont pondu la directive, il faut savoir, comme je vous le disais, ils étaient sous conflit d'intérêts de grandes firmes pharmaceutiques. Alors, auraient-ils préféré le profit au déficit de notre santé, à tous? C'est une des questions que je me pose et à laquelle chacun d'entre nous voudra avoir une réponse demain. Alors c'est aussi parce que il faut savoir que ces mêmes experts ont contraint l'ensemble des pays dans le monde à suivre leurs directives. C'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui on en est là aussi. Donc nous avons donc grâce à eux et bien d'autres encore aujourd'hui des tests de dépistage qui ne sont pas fiables. Et nous avons aussi des solutions thérapeutiques qui sont officiellement interdites. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, c'est tout ce manque d'information qui fait qui est la raison pour laquelle je suis malade aujourd'hui, quoi. Alors on passe tout de suite au second volet, au second point de ce direct, c'est les tests de dépistage. Donc oui, je suis encore malade parce que les tests de dépistage ne sont pas fiables. Aujourd'hui, hein, si je suis malade, c'est encore à cause de ces tests. Avec la piste des symptômes que je vous ai décrits dans la vidéo précédente. Dernièrement, j'ai repassé les tests une nouvelle fois dans un autre laboratoire en France et je suis toujours négatif aux 2 tests de dépistage. Donc il y a une sensibilité des tests qui varie d'une zone géographique à une autre. Vous allez comprendre. J'ai pu avoir un extrait de ces recommandations qui font foi aujourd'hui encore dans notre pays. Écoutez bien, je vais vous lire un extrait de ces recommandations. C'est assez impressionnant, vous voyez, le document qui est là. Donc à la page 491, il est noté. Les recommandations de l'EKLB sont de tester au moins 100 témoins négatifs de la population normale de la même zone géographique et de vérifier qu'au plus 5% de ces témoins sont positifs au seuil choisi. Alors pour faire simple, les tests de dépistage, ils ont été calibrés en fait sur des personnes en bonne santé. Et de toute façon, il n'y aura officiellement jamais plus de 5% de la population contaminée.
Voilà. Donc c'est noté noir sur blanc, hein. Je n'invente rien. Voilà, je me suis renseigné comme tout le monde peut le faire. Excusez-moi, je bois parce que sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Donc c'est un scandale, hein. C'est une honte. On est en droit de se demander quand même quel intérêt aujourd'hui de suivre encore ces recommandations et pourquoi la ministre de la Santé maintient ses positions, quoi. Je pense que voilà, il faut se poser la question, quoi. Alors voilà pourquoi je dis dans ma première vidéo que les autorités de santé nous mentent à tous. Je vois pas comment ils peuvent pas savoir ce qu'ils font appliquer. Voilà, c'est juste pas possible, quoi. Alors ensuite, on va passer au rôle du système immunitaire dans la maladie. Parce que le système immunitaire joue un rôle très important. Donc j'ai compris les choses suivantes, mais je veux avant vous dire que je ne suis pas médecin, ni scientifique. Je me suis juste renseigné, comme vous pouvez tous le faire. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Les scientifiques doivent parler, comme l'a fait le professeur Montagnier hier au colloque à Strasbourg. Les articles commencent déjà à circuler sur la toile, même hier soir, donc je vous mettrai un lien dans les commentaires de même façon. Comme ça, vous verrez que même le professeur Montagnier, ça y est, il commence à dire ce qu'il pense, quoi. Donc pour faire simple, pour le système immunitaire, donc notre système immunitaire, c'est notre flore intestinale, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, son équilibre et notre survie, car il faut savoir que nous sommes plus de bactéries que de cellules. Ça, c'est important de le comprendre. Lorsque nous sommes victimes d'une infection, il réagit, il se défend, il se protège pour que l'on reste en bonne santé. Et lorsqu'on est infecté par une piqûre de tique, l'infection est multiple. Il y a des virus, des parasites, des bactéries, dont la Borrelia, et peut-être d'autres choses d'ailleurs, on ne sait pas tout encore. L'infection est tellement importante que cela crée des dérèglements du microbiote et des symptômes apparaissent immédiatement, mais aussi dans le temps, hein. Il est possible que les symptômes apparaissent 10 ans après. Donc les symptômes sont multiples et peuvent augmenter et changer en fonction de l'état du microbiote et du terrain de la personne. Voilà, c'est très important, le terrain de la personne. Dans mon cas, je suis né infecté, car je pense que ma maman était elle-même infectée. J'ai peut-être aussi eu des surinfections qui sont passées inaperçues et qui ont accéléré mon état de dégradation. Il y a eu aussi de nombreux traitements que j'ai reçus à tort pendant toutes ces années d'errance médicale, hein, où on pensait que j'avais quelque chose, mais en fait j'avais autre chose. Et tout ça, ça a accéléré ma décroissance, quoi, clairement. Donc j'ai mis des années à comprendre tout ça. Il faut beaucoup de temps. Voilà pourquoi il est important que nous soyons tous informés. Voilà, c'est ça. On en vient maintenant aux facteurs déclenchants. Troisième point. Donc les facteurs déclenchants, il y a bien sûr la piqûre d'une tique, hein, qui est le premier des déclencheurs pour la maladie de Lyme. Il me semble avoir lu qu'elle passait inaperçue très très souvent, car parfois on est piqué par un bébé tique, hein, on appelle ça une nymphe. Elle est donc minuscule. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas forcément de marque rouge sur la peau, hein, ce qu'on appelle l'érythème migrant. Il n'apparaît pas forcément. Il y a aussi et surtout l'état du système immunitaire, qui en fonction de l'environnement, du vieillissement du vieillissement s'affaiblit et donc laisse des infections passer à l'action. Donc bien souvent, les professionnels de santé que j'ai pu rencontrer et qui connaissent bien le sujet disent que le terrain joue un rôle très important, surtout dans la forme chronique de la maladie. Excusez-moi. Donc essentiellement aujourd'hui, il parle des points suivants. Il parle de la contamination aux métaux lourds, il parle des polluants, des pesticides, de la prise d'hormones,
Il parle des chocs émotionnels en événements aggravants ou déclencheurs. Il parle du stress. Il parle de l'électrosensibilité. L'alimentation avec la surconsommation d'aliments transformés par l'industrie. Et j'en oublie certains, parce que je peux pas tout énumérer, mais voilà, c'en est une partie, quoi. Il faut donc avoir une vie saine, voilà, ce qui paraît en fait être du bon sens, à se demander si parfois la nature voudrait pas juste reprendre ses droits, en fait, hein, tout simplement. Donc dans mon cas, les facteurs aggravants, dont j'ai pris conscience aujourd'hui, hein, j'ai mis du temps, c'est la cigarette, parce que j'ai fumé pendant 10 ans. J'ai fait cette bêtise-là. C'est la surconsommation de produits industriels de l'âge de 18 à 20 ans, où j'ai quasiment jamais mangé chez moi, quoi. Donc je travaillais, vu que j'étais ouvrier, j'étais chez mes parents, donc c'était un peu l'euphorie, quoi. Donc je mangeais jamais chez moi, j'étais toujours au restaurant, mais des restaurants, voilà, comme aujourd'hui la plupart des restaurants, restauration rapide, voilà. Donc la nourriture, bon, ben, elle laisse plus qu'à désirer, quoi, pour ce qu'elle apporte au niveau de l'organisme. Et puis c'est aussi des chocs émotionnels avec le décès d'une personne devant moi quand j'étais jeune, à 8-9 ans. Donc je pense que ça aussi, ça peut avoir créé un affaiblissement au niveau du microbiote. Et puis c'est aussi le vol d'un scooter à l'arraché qui m'a beaucoup marqué. Voilà, donc ça c'est pour la partie choc émotionnel. Et c'est aussi le stress, puisque en pâtisserie de restauration, il est énorme, et surtout lors des services. Et puis c'est aussi le sucre raffiné, que j'ai consommé en grande quantité pendant mes 10 années de pâtisserie. Hein, parce que quand on est pâtissier, il faut goûter. Donc, ouais, trop de sucre. Alors on va passer maintenant à la question du jour. Donc la question du jour que j'ai notée hier, je regarderai un peu dans les commentaires après, là, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les poser. La question de Jean-Pierre, déjà il m'a interpellé sur l'idée d'une lettre pétition. Je veux lui dire qu'une personne comme vous tous m'a contacté, et elle est en train de rédiger cette lettre de pétition. J'attends son retour donc pour la valider et pour qu'elle soit mise en ligne et qu'on la fasse circuler. Ensuite, sa seconde question, c'était pourquoi pensez-vous que la grève de la faim sera plus efficace? Donc Jean-Pierre, je ne sais pas si elle sera plus efficace. J'en sais rien. Je sais que l'heure tourne, que j'ai pas mangé depuis le 18 juin, et que plus cette action est longue, plus il y a des gens comme vous qui comprennent ma situation, mon choix, et qui sont informés aussi de cette épidémie et du déni des autorités de santé en France. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Et puis ça fait avancer les choses pour, bien sûr, ma situation personnelle qui est hyper importante, hein, parce que ça y est, aujourd'hui on est le 20, j'ai plus de revenus, quoi. Donc il va falloir que j'arrive à nourrir ma famille, quoi. Je vais regarder un petit peu les questions, si j'en vois, parce que ça a du mal un petit peu à se mettre à jour. Non, j'en vois pas. Donc vous me les enverrez par MP, et puis j'y répondrai demain dans la seconde vidéo. Une vidéo d'ailleurs qu'il ne faudra pas louper, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je finirai en vous disant merci. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux encore aujourd'hui. Là, je vois que les compteurs s'affolent. Il y a de plus en plus de vues. C'est super. On n'était pas autant au début, quoi. Ça fait que 3 jours qu'on a commencé, donc que j'ai commencé ces vidéos en direct. Donc c'est énorme. C'est énorme. La première vidéo donc j'ai faite, pas le direct, mais la première vidéo que j'ai mis en ligne, elle est aujourd'hui quand même à plus de 15 000 vues sur YouTube. C'est exceptionnel. Il y a une semaine, il n'y avait rien, ça n'existait pas, donc c'est exceptionnel. Vous êtes chaque jour des centaines à partager les publications de la page Le Droit de Guérir, de m'écrire pour m'aider, me soutenir, c'est fabuleux.
Il y a même des gens comme Nicolas qui font des vidéos pour sensibiliser leurs contacts au maximum autour d'eux. Donc merci Nicolas. Il y a aussi les médias qui diffusent l'information, ils jouent le jeu, c'est super. Et puis les associations aussi qui me soutiennent, donc je les remercie. Je suis impressionné de tout ça, quoi. Il se passe quelque chose de formidable grâce à vous, à votre mobilisation. Les choses vont, je l'espère, changer pour ma situation personnelle, mais aussi pour vous, malade ou pas, d'ailleurs. Donc demain, la vidéo sera consacrée à Marisol Touraine. Ne la loupez pas. Et je vais essayer de l'interpeller en direct avec vous. Voilà, on verra ce que ça va donner. Je vous remercie d'être là et de tout ce que vous faites quotidiennement. N'oubliez pas de continuer à partager. C'est ce qui fait notre force. Je vous dis maintenant à demain, 10h, pour le direct, à partir de la page Le droit de guérir. Merci beaucoup. À demain.